Nous sommes à la veille pratiquement de la 4e session des pourparlers interburundais à Arusha, qui commence le 26 novembre 2017. Qu'est-ce qu'on peut espérer qu'il en sortira? Quelle est la position de l'opposition? Comment les médias perçoivent-ils ces pourparlers? Et puis, on est au bout de la semaine dédiée au tambour sacré du Burundi, une occasion de parler de la toute nouvelle loi qui consacre donc l'exploitation, qui consacre l'exploitation de ce tambour, et donc une loi qui est trop contraignante et qui risque donc de mettre en danger l'avenir des différents groupes d'exploitation de ce tambour, aussi bien au Burundi qu'à l'étranger. Et enfin, le triste sort des milliers de jeunes Africains qui tentent de traverser en vain la Méditerranée et qui subissent l'esclavage en Libye. Nous revoici donc avec ces 3 sujets dans le Club de la Presse, 5e édition, avec nos 3 invités. Et tout d'abord, Jean-Marie Vianney Ichuburundi, vous êtes le représentant légal de la RPA, la radio publique africaine, mais vous êtes là sur le plateau, surtout pour votre nouveau statut de président de la toute nouvelle association des journalistes burundais en exil. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invité. Vous voulez bien nous parler un tout petit peu brièvement de cette nouvelle association? La JBI, c'est l'association des journalistes burundais en exil. C'est une nouvelle organisation des professionnels des médias qui regroupe tous les journalistes, comme son nom l'indique, tous les journalistes qui sont en exil. C'est une association qui s'attellera beaucoup plus à résoudre des problèmes des journalistes, des problèmes liés notamment à leurs conditions financières, à leurs conditions professionnelles. La JBI se focalisera aussi sur d'autres problèmes, notamment l'accès aux soins de santé des journalistes qui sont en exil et l'obtention des documents de voyage. On essaiera de faciliter l'obtention des documents de voyage parce que c'est un problème et c'est un grand problème pour les journalistes qui sont en exil. Et cette association, est-ce qu'elle concerne tous les journalistes burundais exilés dans le monde ou c'est juste dans un pays? Tous les journalistes sont concernés. Tous les journalistes qui ont été contraints de quitter leur pays, le Burundi, et se réfugier dans les pays étrangers, ils sont concernés. Et il y a des journalistes qui sont en exil dans les pays limitrophes. Nous sommes aussi en contact avec tous les journalistes qui sont en Europe. Nous avons aussi contacté les journalistes qui sont aux États-Unis et au Canada. Ils sont tous d'accord pour adhérer à cette initiative. Vous êtes aussi concerné. Ah ben, je ne peux que vous souhaiter, ou nous souhaiter bonne chance, et nous sommes aussi, c'est une bonne nouvelle, et naturellement... Non, il faut espérer que son association ne durera pas longtemps, qu'on sera rentré bien vite avant qu'elle commence à travailler. Eh bien, on passe directement donc à la présentation de le deuxième invité, c'est Innocent Mozi, le directeur de la Télé Renaissance. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Et puis nous sommes avec Emmanuel Nyangulutse, ancien sénateur et représentant du Sénarède au Rwanda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de votre invitation. Voilà, merci beaucoup et bonjour et bienvenue également à vous, chers téléspectateurs et auditeurs, à cette 5e édition du Club de la Presse. Et donc, le facilitateur a émis 120 invitations pour les participants, ce qui est annoncé comme le 4e et le dernier round du dialogue interburundais, en dehors du Burundi. Mozi Innocent, cela fait, pour rappel, exactement 28 mois que le président ougandais Museveni a été nommé comme médiateur dans la crise burundaise. À l'époque, le nœud du conflit était la violation de l'accord d'Arusha et de la constitution par Pierre Nkurunziza en briguant le 3e mandat. Aujourd'hui, il est en train de changer la constitution pour se frayer pratiquement un boulevard à la tête du pays. Beaucoup de personnes aujourd'hui s'y perdent. Est-ce que le nœud du conflit aurait alors changé? Non, non, le nœud du conflit n'a pas changé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il faut quand même bien comprendre le mouvement halte au 3e mandat. Qu'est-ce que c'était ce combat fondamental? Ce n'était pas tellement le 3e mandat. C'est ce que représentait ce mandat de plus pour une équipe qui avait conduit le pays au désastre économique, social et en termes des droits de la personne humaine. C'était surtout ça. Si les gens sont morts
Si les gens ont accepté de se lever, de mourir, d'affronter la mort, puisque ceux d'en face ont répondu par la mort, ce n'était pas tellement contre un troisième mandat. Si ça avait été un gouvernement, une équipe qui fait progresser le pays sur ces différents plans, on aurait juste protesté parce que c'est vrai que ce n'était pas légal, mais personne ne serait allé aussi loin que ce que ça a été jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est surtout ce que ça représente comme gouvernement, comme désastre en matière de gouvernance et de gestion du pays, que les gens se sont levés. Maintenant, les différentes étapes qu'il a continué à franchir pour éliminer encore plus les obstacles qui l'empêchent de continuer indéfiniment. Vous vous souviendrez quand même que le président avait dit qu'il n'était qu'au premier mandat, que celui-ci serait le deuxième, qu'on le laisse tranquille, qu'il ne cherchera pas un troisième. Maintenant, on est en train de changer la Constitution. Maintenant, il donne rendez-vous à 2020. Et puis après, ce sera 2025, je ne sais plus. C'est 5 ans, c'est ça, hein? Donc, c'est une volonté affichée depuis 2005. Les proches de M. Nkurunziza, à cette époque, disaient déjà qu'ils sont là pour 40 ans de pouvoir. Et pour y arriver, évidemment, il faut détruire méthodiquement les accords d'Arusha. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, on en est à un 4e round sans qu'il n'y ait jamais eu un premier, un deuxième et un troisième. Il n'y a jamais eu de rencontre entre les différentes parties pour confronter leurs points de vue, leurs revendications et essayer de dégager une synthèse. La facilitation à rencontrer les différentes forces de manière séparée. Maintenant, si c'est une session de mise en commun des points de vue des uns des autres, ça aurait un sens. Ça peut être une mise en commun, mais en même temps, commencer une négociation, ça reste possible. Mais le problème majeur qu'il y a dans cette affaire-là, ce n'est pas tellement que ce soit un troisième ou un quatrième, ou que ce soit le dernier. Ça peut être le dernier qui peut durer 2 mois, 3 mois, ça reste tout à fait possible en soi, si la volonté vraiment de trouver une solution est là. Or, il se trouve que quand vous regardez depuis le début, la légèreté avec laquelle le dossier a été géré par la médiation et la facilitation, c'est proprement insultant pour les Burundais. Les gens sont en train de mourir, les gens ont été torturés, les femmes ont été violées, les gens ont disparu, d'autres sont par centaines de milliers en exil, mais la légèreté de ces gens-là, c'est comme si tout ça, ce n'était qu'un petit problème. Ils nous disent que tout va bien au Burundi, que les réfugiés doivent commencer à rentrer. Il n'y a aucun espoir qu'avec cette équipe-là, on arrive à quelque chose. C'est tellement du mépris pour nos vies, pour notre tragédie. On regrette vraiment Nyerere et Mandela. On voit bien qu'il n'y a pas de gens de cette dimension aujourd'hui dans cette région. Et que si ceux qui ont cette dimension-là ne sont pas parmi ceux qui sont censés être de la médiation. Et donc, en un mot, il n'y aura jamais de pourparlers, étant donné qu'on a déjà annoncé qu'il s'agit des tout derniers en dehors du pays. Qu'il le veuille ou non, il y aura des pourparlers, parce qu'encore une fois, ces messieurs croient que c'est une question de rapport de force qui est favorable à Nkurunziza aujourd'hui. Peut-être qu'elle lui est favorable aujourd'hui, même s'il a une multitude de mandats qui vont lui tomber sur la tête, mais demain, il pourrait être en position de faiblesse aussi. Monsieur Nyangurutse Emmanuel, quelle est la position aujourd'hui du Sénared que vous représentez au Rwanda? Pour l'instant, le Sénared dit qu'il ne va pas participer à ce dit 4e round, alors que les précédents nous sont inconnus, n'est-ce pas? Pour plusieurs raisons. D'abord, on ne connaît pas l'orientation et l'ordre du jour de ce round. Normalement, une bonne médiation, une bonne facilitation doit s'entendre avec les parties prenantes sur l'ordre du jour, au minimum. Sur l'orientation même de ce round, de ce dialogue, parce que maintenant, les choses ont changé. Auparavant, c'était une violation de l'accord d'Arusha et de la Constitution qui en est issue. Maintenant, le président Nkurunziza veut carrément, n'est-ce pas, écarter l'accord d'Arusha dans le dispositif constitutionnel. Maintenant, on va discuter sur quoi précisément. Deuxièmement, il n'y a pas d'inclusivité. Il était convenu que le Sénared, il était convenu entre le Sénared et le facilitateur, que le Sénared sera invité en tant que plateforme de l'opposition. Et ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. On a invité quelques personnalités. On ne sait pas sur quels critères on s'est basé pour les inviter. Et là, ce sont des questions qui doivent être éclaircies au préalable. Quand vous parlez de certaines personnalités qui sont membres du directoire du Sénared, ils sont membres du Sénared, mais ce n'est pas le Sénared. C'est ça. Donc là, sur quels critères on s'est basé pour les inviter? Pourquoi on a violé l'accord
intervenir entre la facilitation et Est-ce que c'est SNARED. vraiment ça le problème? Ça pourrait être des individus qui sont vraiment les responsables clés du SNARED qui sont invités sans que ce soit le SNARED. Ce ne serait pas un drame non plus. Ah, Si non, ce n'était que ça. Mais si ce n'était que ça, mais d'abord on ne connaît pas. Représenter le SNARED. Mais qui représenterait le SNARED? Non, il faut inviter le SNARED et le SNARED désigne ses représentants. Et désigne sur des questions précises, convenues. Et aussi, il y a des questions de sécurité. Il y a des gens qui disparaissent, des réfugiés qui disparaissent en Tanzanie. Il y a des responsables des mouvements qui disparaissent et qui sont remis apparemment au pouvoir de Bujumbura, qui les tuent immédiatement. Il y a des responsables qui étaient invités dans les négociations auparavant, dans le dialogue, dans les tentatives de dialogue précédentes, et qui ont failli être arrêtés. Et donc c'est l'un des facteurs. Donc là, ce sont des facteurs qu'on va analyser au niveau du forum qui va avoir lieu, le forum du SNARED qui va avoir lieu, et qui pourra infirmer ou confirmer la non-participation du SNARED. Ce qui veut dire donc que cette position peut changer. C'est une position de principe. Si dans l'entretemps il y a une amélioration, mais ça m'étonnerait. S'il y a une amélioration, le SNARED pourra participer. Mais ça m'étonnerait si on tient compte de la partialité, de l'incompétence ou de le manque de volonté de la médiation, facilitation et même de la sous-région qui réellement se tient le pouvoir de facto de Bujumbura. Vous savez, Attendons et voyons. Il y a des choses quand même assez graves qui se passent dans cette affaire-là. Une des parties au conflit émet des mandats d'arrêt contre d'autres parties au conflit et ces mandats d'arrêt sont pris en compte par le pays dans lequel se tient le dialogue. On nous envoie des invitations sur lesquelles il est marqué que si vous êtes sur un mandat d'arrêt, on n'assure pas votre sécurité. Et ça, c'est les organisateurs qui vous envoient des mandats sur lesquels sont écrites des choses pareilles. C'est totalement fantaisiste. C'est vraiment totalement... Clairement, moi j'ai reçu une invitation. J'ai reçu une invitation où on te précise que si tu es sur le mandat d'arrêt, on ne garantit pas ta sécurité. Donc il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui n'est pas sur le mandat. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des négociations. Est-ce qu'au moins on vous dit que vous êtes libre d'amener des gardes du corps et qu'on va payer leur billet d'avion? Oui, il faudrait des gardes du corps qui affrontent un pays. Jean-Marie Vianney du Burundi, il y a une partie de l'opposition qu'on a entendue, mais également une partie de la société civile qui fustige, comme le disent les autres invités, la méthodologie et le choix des invités adoptés par le facilitateur Mkapa, mais disent dans le même temps leur intention d'y participer. Est-ce que ces différentes, voire contradictoires positions vous semblent assez logiques? C'est pas logique. Avant peut-être de répondre à votre question, je voulais d'abord revenir sur ce que vous avez dit de le dernier round des pourparlers. C'est le dernier par rapport à quoi? Ah, mais c'est ce qui est écrit. Parce que pratiquement, il n'y a pas eu d'autres pourparlers, d'autres sessions. Est-ce que les gens se sont rencontrés, se sont mis ensemble pour débattre des questions qui intéressent la nation, les questions de sécurité, les questions des réfugiés, les questions de bonne gouvernance, les questions de violation des droits de l'homme? Non, jamais. Ça ne peut pas être le dernier round alors qu'on ne connaît même pas les résultats des premiers rounds, des rounds précédents. Moi, pratiquement, je vois que c'est peut-être une mise en scène, pratiquement. Pour revenir à votre question, il me semble que le sort est déjà fixé avant même que le 4e round n'ait lieu. Et même on ne connaît même pas la nature du conflit. Pour le moment, la nature du conflit burundais. On ne connaît même pas la nature du conflit burundais. Au départ, c'était la violation de l'accord d'Arusha, la violation de la Constitution, le 3e mandat. C'était ça au départ. Et maintenant, on n'en parle plus. Nkurunziza sur la cour douce, il continue son 3e mandat sans aucun problème. Il prépare même un 4e mandat sans aucun problème. Il est en train de changer la constitution pour se pérenniser au pouvoir sans aucun problème. Et pratiquement, moi, je ne vois pas si réellement, vraiment, c'est pour parler. On va avoir quelque chose de positif dans cette situation. Je ne suis pas sûr que c'est la cour douce. Hein. Il y a quand même des poursuites de la Cour pénale internationale sur les actes qui sont en train d'être posés, aussi lent que ce soit, aussi difficile que ce soit comme parcours. Si vous êtes poursuivi pour crime contre l'humanité, vous avez vraiment intérêt à pas croire que vous la coulez douce. Hein. Parce que ça de collaborer. Qu'importe, c'est une question de temps. C'est une question de temps, qu'importe. Surtout qu'il y a également cette question de liberté de mouvement qu'il s'astreint lui-même d'avoir en restant enfermé dans le pays. Mais bon. Juste un détail. Moi, je ne suis pas d'accord quand il dit que ce n'est pas normal que des gens décident d'y aller.
Mais les gens ont le droit de penser différemment et de penser qu'ils peuvent y aller dans ces négociations. Maintenant, s'ils prennent ces décisions-là... Il y a des principes. Pardon. Vous êtes invité, on ne vous donne même pas l'agenda. Tous qui sont invités n'ont pas la même position sur la crise. Donc il y a des gens qui pensent que les choses se passent bien, que c'est logique, etc. Ils ont le droit d'y aller. Maintenant, ils se retrouvent dans une autre catégorie que celle qu'ils prétendent représenter. C'est simplement ça. Vous pouvez être de la société civile, entre guillemets, et décider d'y aller. Ça veut dire que vous êtes dans une catégorie de société civile autre que celle qui a dit halte au troisième mandat. Vous ne représentez pas réellement le groupe dans lequel vous prétendez être. Vous savez, vous pouvez être d'un parti politique qui est membre du Sénarède, par exemple, et penser que vous, contrairement à ce que dit le Sénarède, moi je pense que je dois y aller pour mes intérêts d'individus ou de partis. Vous savez, il y a des acteurs qui seraient politiquement morts s'ils n'y allaient pas. Donc ça, c'est des raisons personnelles et politiques très réduites à leurs organisations que l'ensemble de cette cause-là de se battre fondamentalement. Et il y en a qui peuvent d'ailleurs y aller se battre vraiment pour les mêmes raisons, mais tout en choisissant d'y aller contrairement au Sénégal. Donc c'est quand même un peu plus... S'il vous plaît, moi je voulais parler quelque chose à propos du Sénarède. Je m'excuse parce que je suis avec le représentant du Sénarède. Assez rapidement. Ouais. Mais je crois aussi que une bonne chose que de parler dans les divergences qui se retrouvent dans le Sénarède arrangent aussi le pouvoir de Ngolo Ziza. Il y a un problème du Sénarède. Le Sénarède n'est pas soudé. Le Sénarède prend une position. C'est seulement le Sénarède ou le Sénarède prend une position de ne pas participer au groupe Palais. Il y a d'autres membres du Sénarède qui acceptent de participer. Non, il faut attendre la décision du forum. On ne sait pas s'il y a des gens, membres du Sénarède, qui vont participer. Mais est-ce que le Sénarède peut les bloquer, ceux qui décident d'y aller? Ils ont le pouvoir de les bloquer. Ils n'ont pas le pouvoir de les bloquer ni de les attacher. Merci beaucoup. Ils peuvent participer, mais participer individuellement, sans représenter le Sénarède. Merci beaucoup. On passe au deuxième sujet. Comme dit dans l'introduction, nous profitons de la semaine dédiée au tambour sacré burundais pour évoquer la nouvelle loi sur l'exploitation de ce tambour. Cette loi vient-elle enterrer les groupes de tambourinaires au Burundi et à l'étranger? On parle de cette loi, de ce danger, étant donné, par exemple, les redevances exorbitantes qui sont exigées, allant jusqu'à 2000 $ par exhibition, exigence d'inscription auprès des ambassades pour les groupes qui sont à l'étranger, contrainte de contrat entre les groupes et le ministère en charge de la culture, etc. Jean-Marie Vialet, mais qu'est-ce qu'on entend par tambour sacré? Quand on dit tambour sacré, c'est quoi? C'est exactement ce sur quoi vous allez parler tout à l'heure. Vous aurez le temps de vous prononcer par rapport à ça. Et donc, Jean-Marie Vialet, est-ce que cette loi signée le 20 octobre dernier, qui exige au groupe de tambourinaires du Burundi de s'acquitter d'une redevance de 500 000 francs burundais, soit un peu plus de 300 $ avant chaque exhibition. Est-ce que les tambourinaires, par exemple, qu'on a interrogés, affirment que leurs groupes qui font des représentations pendant les fêtes ne touchent jamais des cachets de 500 000 francs? Quel est leur avenir pour ces groupes-là? Ces tambourinaires, ils ont totalement raison. Hein. Parce que ces redevances, c'est énorme. Est-ce que vraiment, lorsqu'ils organisent des activités d'exploitation de tambour, est-ce qu'ils gagnent vraiment autant que ce que réclame cette loi? Moi, au niveau de la loi, ce n'est pas un problème. Lorsqu'on réglemente une activité, c'est tout à fait normal. Mais il faut que cette loi soit promulguée dans l'intérêt de ces gens-là qui pratiquent cette activité. Est-ce qu'il faut réglementer le jeu de guitare ou d'harmonica? Pratiquement. Moi, je crois que le président Ngolo Ziza, lui, il veut que peut-être le tambour soit exploité uniquement pour lui-même. Pour le moment, parce que je ne connais pas grand-chose de cette activité de tambour, parce que vu mon origine, parce que moi je suis né en mairie de Bujumbura, je ne connais pas tellement vraiment grand-chose. Il y a des groupes de tambourinaires aussi à Bujumbura. Oui, c'est vrai, mais je ne connais pas grand-chose dans cette activité. Mais au niveau de la loi, moi je crois vraiment que c'est exorbitant. Et ça serait même difficile pour certains tambourinaires
de faire respecter cette loi. L'autre problème concerne les groupes de tambourinaires de l'étranger. Un groupe doit se faire inscrire auprès de l'ambassade burundaise, puis payer une redevance de $2000 pour chaque exhibition. Monsieur Emmanuel Ngengurutse, encore une fois, est-ce que cette réglementation, au vu de cette redevance, est réaliste? Je ne m'intéresse pas beaucoup à ces tarifs. C'est un tarif prohibitif, en réalité, qui veut que l'objectif de la loi, c'est de faire en sorte, c'est de réserver le tambour au président de la République, qui veut en réalité se transformer roi du Burundi. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la validité de la loi. Cette loi est injuste parce qu'on ne peut pas réglementer la culture nationale de cette façon, des activités culturelles. Qu'en sera-t-il maintenant de la Gasimbu, des Inore, ou même de la guitare, comme le disait Innocent? Non, ça ne marche pas et je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas que le tambour appartient au président de la République et au pouvoir politique. Ça, c'est pour le peuple. C'est une culture du peuple. Est-ce une exception dans l'histoire et dans le monde? Quelle exception? Non, c'est la réglementation de la culture. Non, non, non. C'est une exception parce qu'on ne va pas commencer à réglementer. Parce que ça a perdu tout sens. Eux, ils se réfèrent à la période monarchique où le tambour jouait un rôle extrêmement important dans les cérémonies royales. C'était pour mystifier en fait le pouvoir royal. Mais maintenant, le tambour au niveau de la République, ça ne joue plus un rôle mystique pour le détenteur du pouvoir. Parce qu'il est élu, n'est-ce pas? Et puis, lorsqu'il commence des cérémonies officielles, ce n'est pas le tambour qu'on bat. Pour commencer, ce sont les trompettes. Ils passeraient trop par le vu. Mais n'empêche, mais la loi est déjà là. Hein? Une loi injuste est à combattre. Donc, pour les tambourinaires qui seraient au Rwanda, par exemple, ou à l'étranger, pour les réfugiés, d'abord, ils ne sont pas... Les lois de la République du Burundi qu'ils ont fui ne s'appliquent pas à eux. Et qu'en est-il de la diaspora? Pour la diaspora, s'ils trouvent que la loi est juste, ils pourront l'appliquer. Sinon, ils doivent résister et ne pas appliquer ça. Parce que d'abord, même ce sera impossible de pouvoir obtenir ce tarif. Malheureusement, une loi injuste soit-elle, mais lorsqu'elle a été votée, promulguée, elle doit être appliquée. Non, non, elle va être appliquée au Burundi certainement. Avec toute la force, avec toute la force des abus, etc., qui vont avec, parce que c'est une énième loi absurde et injuste qui est promulguée, qui sera sûrement abolie quand le Burundi retrouvera les voies d'un état de droit, d'un processus normal. C'est une énième loi, il n'y a pas à s'étonner. Quand on redevance, c'est la 40e redevance qu'on perçoit. Bientôt, on va nous prendre une redevance, c'est comme si on retournait à l'époque de l'impôt de capitation. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est tout. Et pourtant, tous les groupes à travers le monde au Burundi sont réputés comme faisant la fierté du tambour du Burundi à travers le monde. Bon, vous savez, les préoccupations du pouvoir au Burundi et les préoccupations profondes du pays et des citoyens de ce pays n'ont rien à voir, ils ne convergent nulle part. C'est vraiment une cassure qui s'approfondit chaque jour. Donc on n'a pas les mêmes préoccupations, c'est tout. On passe assez rapidement au troisième et dernier sujet du jour qui concerne la tragédie qui est en train de se jouer en Libye où des milliers de migrants clandestins candidats à l'immigration vers l'Europe se font vendre comme esclaves. Des images tragiques de CNN ont circulé sur tous les canaux d'information. Monsieur Ngengurutse Emmanuel, quand vous avez vu ces images de la vente aux enchères d'êtres humains, quelle a été votre première réaction? Ma réaction était un choc terrible parce que ça constitue un crime de droit international qui doit être puni. Et puni par la Cour pénale internationale, que certains Africains contestent. Parce que là, le contexte même en Libye, il n'y a pas d'État qui puisse appliquer la loi ou la justice. Par conséquent, ce crime-là doit être puni par une instance internationale qui puisse, n'est-ce pas, donner justice aux victimes. Mais le grand drame pour cette affaire, ces Africains-là, ils fuient une sorte
d'esclavage chez eux, malheureusement, qu'ils rencontrent un chemin vers les lieux de refuge. Et le grand problème, ce sont les pays africains, les dirigeants africains, n'est-ce pas, qui doivent résoudre les problèmes de ces jeunes qui fuient leur pays. Et donc pour vous, il faudrait donc que ces jeunes se résignent à leur situation dans leur pays d'origine. Et donc, je pense non, pas se résigner, non, il y a la responsabilité des leaders politiques africains. Non, mais justement par rapport à ça, Jean-Marie Vianney Tchouboulundi, est-ce que, bon, en plus de ce nouveau et triste et honteux épisode de l'esclavage, l'on parle aujourd'hui de plus de 35 000 morts noyés dans la Méditerranée depuis les années où se passe cette migration. Cette tragédie illustrait-elle justement, comme il le dit, une certaine faiblesse ou la faiblesse de l'Union africaine? Non, effectivement, parce que si même lorsque j'ai vu ces images-là, c'est vraiment révoltant, parce que ce sont des images qui, ces pratiques remontent vraiment des époques révolues. Mais je crois aussi qu'il y a la responsabilité des chefs d'État, de ces pays d'où viennent ces migrants devenus esclaves. Parce que les chefs d'État de ces pays ne créent pas des conditions favorables pour maintenir leurs citoyens dans leur pays. Et en particulier les jeunes. Les jeunes. Ils sont obligés peut-être d'aller chercher une meilleure vie ailleurs, parce que chez eux, des conditions de vie ne sont pas meilleures. Tout ça, c'est à cause de la responsabilité incombe au chef d'État de ces pays. Et pour le moment, ils ont déjà constaté cette pratique d'esclavage. Mais qu'est-ce qu'ils font pour rapatrier leurs citoyens? Pratiquement rien. Il y a même d'autres pays qui n'ont même pas des migrants, qui s'occupent même du rapatriement de ces citoyens, de ces migrants. Qui se disent prêts à les accueillir. Ouais, les accueillir. C'est quand même ça, non, il y a beaucoup d'États qui ont déjà commencé à rapatrier leurs concitoyens. Mais avec retard. Des Ivoiriens une partie des Ivoiriens ont été rapatriés, des Camerounais sont en train d'être rapatriés. C'est vrai. Le Rwanda a offert d'accueillir une trentaine de milliers de ces gens qui ne sont absolument pas des ressortissants rwandais. C'est une véritable leçon d'humanité, tout simplement. Mettons la politique de côté. C'est une leçon d'humanité énorme à toute l'Afrique, mais au monde entier aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus de cette responsabilité des États africains, d'où viennent ces gens qui essaient d'atteindre l'Europe, parce que poussés par la misère ou les tyrannies qu'il y a dans certains pays, c'est aussi les deals entre l'Europe et la Libye pour bloquer les migrants qui vont vers l'Europe. Donc c'est un désastre complet d'un point de vue moral pour l'Afrique, pour l'Europe également. Ne parlons pas de la Libye parce qu'il y a... Mais au-delà de ça, il y a aussi quelque chose qu'il va falloir qu'on commence à parler de manière concrète. L'esclavage existe toujours dans certains pays, notamment en Mauritanie, contre les Noirs. Les Noirs mauritaniens sont toujours aujourd'hui traités comme des esclaves. Les Noirs sont traités comme des esclaves dans certains pays arabes. C'est des réalités qui sont toujours là et dont on ne parle jamais parce que justement cette situation présente est désastreuse, est énorme. C'est la caricature même, mais c'est des pratiques de racisme qui existent encore envers les Noirs. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que nous sommes toujours traités de cette manière-là, ici ou là? Parce que nos États se comportent de manière lamentable. Chez nous, on ne respecte pas nos vies. Pourquoi voulons-nous qu'ailleurs on respecte nos vies? C'est aussi ça le problème. C'est le grand problème. Merci beaucoup pour ces éclairages. C'est donc par ici que prend fin le Club de la Presse de ce vendredi 24 novembre 2017. Un grand merci à Innocent Morosi, directeur de Télé-Renaissance. De manière significative, qu'est-ce qui a déclenché cette prise de conscience, encore une fois, sur ce problème? La société civile et des gens des médias, des artistes. C'est eux qui ont crié, qui ont gueulé, qui ont parlé avec le cœur et qui ont obligé finalement les États à se mettre en mouvement aussi. J'étais déjà passé par votre nom pour vous remercier pour la participation à cette... Il fallait que je participe encore plus. Cette 5e édition du Club de la Presse. Merci à Jean-Marie Vianney Tchouboulundi, qui est le représentant légal de la radio publique africaine, mais également et surtout sur ce plateau qui est venu, qui représente l'association, la toute nouvelle association des journalistes burundais en exil. Merci également
Merci aussi à vous. Merci beaucoup à Emmanuel Ngengurutse, qui est ancien sénateur et représentant du Sénared au Rwanda. Merci beaucoup pour votre participation. Merci aussi. Et bien voilà, chers téléspectateurs et auditeurs, voici donc la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi. Portez-vous bien.